toutes et à tous, Dobry den, Dober dan, Dober den, Bună ziua, Guten Tag, Grüß Gott. Vous êtes bien sur Armada dans Bienvenue à l'Est, épisode 28, saison 2. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivez en images sur Facebook, YouTube, Twitch ou encore en Afrique sur les chaînes Starsil TV et Camara HD TV. À la réalisation, on retrouve Eric Mourechan. Bună ziua, Eric. Aujourd'hui, avec nos invités, on parlera poésie et histoire. Nous allons vous parler de la relation qu'entretenait l'auteur Rainer Maria Rilke, la poète Marina Tsvetaeva et l'auteur Boris Pasternak. Pour nous éclairer, je reçois Florent Delporte, président de l'association Marina Tsvetaeva Étoile Averse. Bonjour Florent, bienvenue sur Armada. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est un réel plaisir. Elle est actuellement à l'affiche au Théâtre du Gouvernail tous les samedis à 18h30. Une pièce rare, une pièce inachevée signée Mihail Sebastian par la compagnie Étoile sans nom. Elle l'a mise en scène et elle y joue le rôle de Diana aux côtés de Nadia, autant pour moi Nadia. Aux côtés de Elena Banchieri, Thomas Amiard, Pierre Gaillourdet et Léo Goffreto. Daria Konstantinova est avec nous. Bonjour Daria Konstantinova. Bonjour. Bienvenue sur Armada, puis alors avec toute la compagnie. Il en manque un en fait, c'est tout. Bonjour. Merci. Dans ce nouveau numéro de Bienvenue à l'Est, eh bien, nous irons faire la fête en Macédoine du Nord, en Roumanie, en Moldavie, en Pologne et en Lettonie. On parlera aussi cinéma avec l'actualité de la semaine, musique avec les charts, un hommage dans quelques instants au compositeur Anton Bruckner. Vous retrouverez aussi l'agenda de la semaine avec les événements des instituts et centres culturels des pays d'Europe centrale et orientale, le journal de 20h et la météo européenne si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale. Avant de parler cinéma et de retrouver notre première interview avec Florent Delporte et l'histoire de cette relation particulière entre Rainer Maria Rilke, Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak, aujourd'hui est peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire, si c'est le vôtre, comme nos stars du jour. Bon anniversaire au chanteur, guitariste et producteur allemand Alexander Hake. À noter qu'il sera en tournée européenne du 1er novembre au 18 décembre. J'y reviendrai dans les charts de la semaine, ce sera vers 19h50. Bon anniversaire à l'acteur allemand Sacha Henn. Les plus de 20 ans l'ont découvert dans le rôle du docteur Udo Brinkmann dans la série La Clinique de la Forêt Noire, Die Schwarzwaldklinik, ou encore dans Das Traumschiff, L'amour au fil de l'eau, où il jouait l'intendant Victor Burger, un grand monsieur du petit et du grand écran. Il a commencé sa carrière d'acteur d'ailleurs à l'âge de 5 ans. C'est à noter. Bon anniversaire au directeur de la photographie et cinéaste indépendant slovaque Nick Kolar, membre de l'association des cinéastes slovaques et membre de la commission culturelle de Bratislava. Eh bien, il a travaillé cette année sur une série télé, Kriminalka Kraj 2, et prépare actuellement un film de Jakub Machala, Čarovné jablko, pomme magique, sortie prévue cette année. Bon anniversaire aussi à l'actrice et modèle russe Aliona Mikhailova, qu'on a pu voir dans le rôle titre de la femme de Tchaïkovski en un film de 2022, signé Kirill Serebrennikov. Bon anniversaire aussi à l'actrice et productrice macédonienne Labina Mitevska. Sa carrière internationale parle d'elle-même. Elle a notamment joué dans Bienvenue à Sarajevo du britannique Michael Winterbottom, ou encore dans Dieu existe, son nom est Petrunia. Très bon film, un film de Teona Strugar Mitevska, sa sœur. En 2020, eh bien, elle coproduisait un film français, Une sirène à Paris, de Mathias Malzieu. On continue avec les anniversaires. Bon anniversaire à l'actrice allemande Valérie Niehaus. Elle est restée célèbre grâce à son personnage du docteur Gina Amsel dans la série télévisée Le Journal de Meg. Enfin, un bon anniversaire à l'actrice et mannequin bulgare Gloria Petkova. Durant sa carrière internationale, elle a notamment joué aux côtés de Jason Momoa dans Conan, un film de Marcus Nispel, mais aussi dans Le Jardin infini de Galina Stoev et dans Fishbone de Dragomir Shulev. Une pensée pour tous ceux et celles qui sont nés un 11 octobre, comme l'acteur, metteur en scène et dramaturge Adolphe Alunans, qu'on surnomme le père du théâtre letton. Un grand monsieur, je vous invite à découvrir ses œuvres. Place à l'hommage de la semaine. Un hommage tout particulier au compositeur et organiste autrichien Anton Bruckner.
Anton Bruckner, aujourd'hui, on fête les 128 ans de sa disparition parce qu'il est mort le 11 octobre 1896. Il est né le 4 septembre 1824, il y a 200 ans, à Ansfelden, je ne vais pas me tromper, près de Linz. Anton Bruckner est une figure éminente du romantisme allemand. À 10 ans, il est capable de remplacer son père à l'orgue paroissial. Le jeune Anton part se former auprès de son cousin, Johann Baptist Weiss. Il aura d'autres professeurs comme Simon Sechter, Otto Kitzler ou encore Leopold von Zenetti pour le clavier. Malheureusement, son père meurt quand il a 13 ans. Sa mère l'envoie alors à l'abbaye de Saint-Florian, toujours près de Linz. Le jeune garçon y passera 3 années qui le marqueront à vie par la vie de piété et d'humilité. Il y a reçu principalement une solide formation générale et musicale au sein du chœur de garçons St. Florianen Sängerknaben. Alors, il faut savoir que c'est l'un des plus anciens chœurs d'enfants en Europe, puisqu'il a été créé vers l'an 1000. Il existe encore. C'est incroyable. C'est le plus vieux, c'est incroyable. Anton Bruckner, donc, alors proche de la cinquantaine, était encore méconnu comme compositeur, et à la suite de la dédicace de sa 3e symphonie à Richard Wagner, eh bien, il a dû faire face à l'opposition farouche d'Edward Hanslick, un célèbre critique musical viennois opposé avec Johann Brahms à l'école wagnérienne. Anton Bruckner a connu son premier triomphe viennois en 1881. Avec sa 4e symphonie romantique sous la direction de Hans Richter. La consécration internationale n'arriva cependant qu'avec la 7e symphonie, la seule qu'il a fait, enfin la seule avec la 6e symphonie qu'il n'ait jamais remaniée, sinon il a toujours remanié ses morceaux. C'est incroyable. D'ailleurs, la symphonie numéro 8 qu'on va entendre, il l'a remaniée 3 fois. En 1886, Anton Bruckner connut à nouveau le succès avec son Te Deum, que même le fameux Edward Hanslick admira. Du coup, il a changé d'avis. En 1890, il a été reçu par François-Joseph Ier, l'empereur d'Autriche-Hongrie, en remerciement de sa dédicace de sa 8e symphonie on peut entendre quelques notes. Comme ça, vous allez vous mettre voilà. C'est le 4e mouvement, on est dans le final. Et on joue la coda. Et voilà, c'est ça. Il y a de la puissance. On peut laisser la musique. Voilà. Il faut savoir que la 8e symphonie, c'est l'une de ses plus longues symphonies au répertoire. Elle fait près d'1h30. Les autres font beaucoup moins, 3/4 d'heure en moyenne. Alors malheureusement, la santé déclinante du compositeur vient ternir ce début de gloire. Sa 9e symphonie restera inachevée. Encore une œuvre inachevée. On va parler théâtre tout à l'heure, avec une pièce inachevée. C'est un vrai bonheur. Les symphonies d'Anton Bruckner sont caractérisées par l'ampleur, la dominance de la sonorité cuivrée. On l'entend, on voit les cuivres qui montent. L'utilisation du choral instrumental et de motifs tirés du folklore autrichien. Il ouvre la voie à Gustav Mahler, qui a été son élève à Vienne, par l'audace qu'il déploie en explorant les limites de la tonalité, notamment dans sa 9e symphonie. Bien, Anton Bruckner nous a laissé quelques 124 œuvres. Parmi celles-ci, une vingtaine se hisse au sommet de toute production du 19e siècle. Anton Bruckner s'est éteint à Vienne le 11 octobre 1896. Il repose à l'entrée de la basilique de Saint-Florian, son domaine, son lieu de prédilection, sous le grand orgue. On peut mettre plus fort la musique.
Ah, on pourrait en écouter des heures de Anton Bruckner. Place au cinéma, le 40e Festival de Varsovie débute aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 20 octobre prochain. L'occasion de vous parler d'une première mondiale. Je pense qu'on va pouvoir voir l'affiche comment dirais-je, du festival, parce que 40 ans, c'est un chiffre rond. L'occasion donc de vous parler d'une première mondiale pour le film Holnap Megalok, Tomorrow I Die. Pour le titre anglais, le premier long métrage de Nicole Siboulia, film d'horreur au féminin qui illustre une tendance à la hausse pour le cinéma 100% indépendant hongrois. Alors, des nouvelles pour les Oscars. Cette semaine, la préliste des films candidats aux Oscars a vu 3 nouveaux pays d'Europe centrale et orientale se joindre à la liste des 31 autres pays européens. C'est tout d'abord le film albanais de Robert Boudina, Pikeuyi, Water Drop pour le titre américain, une coproduction albano-italo-kosovo-roumaine qui fait son apparition. Un film extrêmement fort qui interroge sur la vie compliquée d'une femme qui doit gérer entre sa carrière, sa famille et la moralité, les contradictions et les profondes complexités de son existence. Notons que ce film, Pikeuyi, donc Water Drop pour les anglophiles, est aussi au programme du 40e Festival de Varsovie. Le deuxième film candidat s'intitule Supermarket et représente le Monténégro. Il est signé par la réalisatrice Nemanja Becanovic, un film qui traite de la solitude à travers l'histoire d'un sans-abri qui vit depuis un an dans un supermarché. Un vrai huis clos où il fait de nouvelles rencontres. Se croyait-il seul? Résoudra-t-il son problème de solitude? À l'affiche de ce film, Bojan Djirovic, Branimir Popovic et Ana Pejovic. Un film vraiment à voir. Le troisième film candidat aux Oscars nous vient de Bosnie-Herzégovine, une coproduction croato-bosno-serbo-sloveno-roumaine. Il s'agit du film Nakon Ljeta, My Late Summer, pour le titre américain, du réalisateur déjà oscarisé en 2002 pour No Man's Land, Danis Tanovic. C'est un vrai drame, une dinguerie. On est sur une petite île croate, sans nom, où se rencontrent le camarade Tito, la Vierge Marie, le club de football Hajduk Split et la voiturette de golf du maire. Le propriétaire de l'unique bar de l'île, bien sûr. Aussi, ils ne sont pas seuls. Sur cette île, il y a aussi une ancienne combattante de la Seconde Guerre mondiale qui déteste la musique italienne et allemande, des vaches errantes qui se shootent à la marijuana, des bouteilles cachées étiquetées expérience, sans oublier bien sûr les affaires de quartier pas franchement amicales et les secrets pas vraiment avouables non plus des notables du coin et qui ne sont pas si bien cachés que ça en fin de compte. À l'affiche de ce film, on trouve Anja Matkovic, qui est aussi co-scénariste du film, et Ulix fait mieux que des mots. Place à la bande-annonce. Stigla je. Pa evo gledamo nju. Znamo da je ostavinska rasprava za koji dan i ja sam došla po svoje. I mislim da je okej da barem sad nešto dobijem. Vi ste jedina advokatica koja tu živi. Samo želim da me se službeno uključi u ostavinsku raspravu. A niste priznati? Pa sad ću biti. Kako se zove Amala? Koja mala? Ova nova za šanku. Maja se zove. Maja se najluči. Bez tebe je prazan život cijeli. Ti si kao neki mačo, ha? Bez tebe potpuno pust je dom. Niko materinu, Ane, opet puca. Bez tebe ne mogu živjeti ja. Koju ova dijagnozu ima? Ovo je biznis. Posadiš želeno, a ubereš bilo. Ja ću prijaviti policiji kad ti ništa ne činiš. Šta ti zapravo hoćeš? Naravno bi pobjegla na neki pusti otok. Na otoku si već. Ne možeš otići ni da hoće. Bez tebe ne mogu živjeti ja. Jesam ti rekla da se makneš? Ja sam jutro htjela pobjeći s tobom, a sad hoću pobjeći glavom bez obzira odavde.
Smrt fašizmu i živjela Gospe! Ne mogu živjeti ja. Je croyais qu'Eric m'appelait, alors je me suis dit tiens, non, on pourra le café après. Alors, voilà. Donc allez au cinéma, hein, vous allez voir, c'est des films qui vont sortir bientôt en France. Au 29 août, il était déjà sorti le dernier, là. Comment dirais-je, My Late Summer, Nakhon Lieta. On va passer à la littérature. Il est 19h16 sur Armada. Je vais vous lire une lettre qui a été écrite par Marina Tsvetaeva à Rainer Maria Rilke à Saint-Gilles-sur-Vie le 9 mai 1926. Rainer Maria Rilke, puis-je vous interpeller ainsi ? Vous qui êtes la poésie incarnée, devez bien savoir que votre nom à lui seul est un poème. Rainer Maria, on y entend l'église, l'enfance, la chevalerie. Votre nom ne rime pas avec l'époque, il vient d'avant ou d'après, d'un lieu d'éternité. Votre nom l'a voulu, et vous avez choisi ce nom. Nous choisissons nos noms, la suite advient. Votre baptême a été le prologue de votre être tout entier, et le prêtre qui vous a baptisé ne savait sans doute pas ce qu'il faisait. Vous n'êtes pas mon poète le plus aimé, le plus, graduation. Vous êtes un phénomène naturel qui ne peut m'appartenir et que l'on n'aime pas, mais qui existe. Et, encore trop peu, vous êtes l'incarnation du 5e élément. La poésie même, ou, encore trop peu, ce dont la poésie surgit et qui est plus grand qu'elle, vous. Il ne s'agit pas de Rilke l'humain. Humain, ce à quoi nous sommes contraints, mais de Rilke l'esprit, qui est encore plus grand que le poète et qui, pour moi, est vraiment celui qui se nomme Rilke. Rilke d'après-demain. Vous devez vous voir à travers avec mes yeux. Votre grandeur, à travers leur grandeur lorsque je vous regarde, votre grandeur par-delà la distance. Que peut encore faire un poète après vous ? On surpasse un maître, comme par exemple Goethe. Mais vous surpassez vous signifierait surpasser la poésie. Un poète est celui qui surpasse la vie, qui doit la surpasser. La lettre n'est pas finie. Moi, je vous invite à lire cette correspondance, hein, les lettres à Rilke, par Marina Tsvetaeva. Florent, on est avec Florent Delporte, président de l'association Marina Tsvetaeva. Alors, le 8 octobre dernier, on fêtait le 132e anniversaire de la naissance de la poète russe Marina Tsvetaeva. Aujourd'hui, tu es avec nous pour parler de la correspondance qu'elle tenait, qui a duré très peu de temps, du 9 mai au 31 décembre 1926, avec un autre artiste, l'écrivain et poète autrichien Rainer Maria Rilke. Encore bonjour. Pour mieux comprendre la situation de cette correspondance, il faut savoir que, en fait, l'écrivain Rainer Maria Rilke est à la fin de sa vie, Marina Tsvetaeva est en exil en France, et il y a un troisième homme dedans. Boris Pasternak. Boris Pasternak. Première question qui a son importance. Comment définir Rainer Maria Rilke ? Dans les dictionnaires, on le dit autrichien. Il est né à Prague, aujourd'hui en République tchèque. Il écrivait en plusieurs langues. Doit-on plutôt dire auteur de langue allemande ? Moi, c'est ce que je dis. Quand on voit la vie de Rainer Maria Rilke, on comprend bien qu'il appartient avant tout à la poésie. Il appartient à l'art et il n'appartient à aucune nation. Il a eu une vie complexe, il est né en 1875, il est mort en 1926, époque difficile en particulier parce que la guerre mondiale va venir bouleverser l'Europe et en particulier détruire le centre de l'Europe. Rainer Maria Rilke est né dans une ville qui est une ville un peu de nulle part, qui est une ville en soi, qui est un monde en soi, Prague. Donc Prague. Elle est unique. Hein. Elle est absolument unique. Aucune autre. Marina Tsvetaeva la connaît très bien aussi, cette ville, elle l'adore. C'est une ville aux mille cultures aussi, culture juive évidemment, culture tchèque, culture
allemande, culture autrichienne, et tous ces gens se côtoient, et Rilke naturellement en plus est quelqu'un de naturellement très curieux, donc Prague est pour lui quelque chose d'assez extraordinaire comme pour débuter la vie. Mais ensuite Rilke va partir, c'est un grand voyageur Rilke. J'invite tout le monde à lire sa biographie qui est absolument fascinante. Il va partir naturellement en Allemagne, il va connaître en particulier Munich, là où il fait sa première très grande rencontre avec une des plus grandes femmes de sa vie, Lou Andrea Salomé. Il y a beaucoup de choses à dire sur Rilke et les femmes. Et Lou Andrea Salomé va lui ouvrir un univers auquel il n'avait pour l'instant aucune connaissance, c'est l'univers russe. Lou Andrea Salomé était russe par son papa. Et il part donc en 1899 et en 1900. Ils vont faire 2 voyages en Russie. Et pour Rilke, c'est une absolue découverte. C'est une révélation. Il tombe amoureux de ce pays. Il a l'impression d'être dans le pays qui lui convient le mieux. Et il gardera toujours la Russie dans son cœur. Il va apprendre le russe, en particulier apprendre à le lire. Et il va se plonger avec délectation dans la Russie et dans la littérature russe. Et il va même aller jusqu'à écrire en russe. C'est ça qui est fort. Il y a un truc, c'est que cette correspondance, comme je disais, elle n'est pas entre 2 personnes, elle est entre 3 personnes. On sait que, tu viens de le dire à l'instant, Rilke adore la Russie. Et donc il y a Rainer Maria Rilke, et Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak. Comment sont-ils rentrés en contact chacun Rainer Maria Rilke et Boris Pasternak, ça s'est fait, mais c'est passé, c'est une aventure en fait. C'est une rencontre en fait qui date de 1900. Là aussi une rencontre providentielle, et c'est pour cela que cette rencontre va rester dans le cœur de Boris Pasternak très longtemps. Et pour toujours d'ailleurs. Rilke fait partie de la vie de Pasternak depuis cette époque-là. D'ailleurs, Rilke l'a très très bien raconté dans un écrit autobiographique qui s'appelle Sauf-conduit. Sauf-conduit. Voilà, et qui est dédié à Mayakovsky, mais aussi à Rainer Maria Rilke. Et il décrit en fait une rencontre. Il est tout petit, Pasternak, il est né en 1890, donc il a 10 ans. Et il est sur le bord d'une gare à Koursk avec ses parents, le peintre Léonid Pasternak et sa mère, qui était une très grande pianiste. Et voilà que arrive un jeune homme avec une moustache, assez petit, assez malingre, et une grande dame, et il est persuadé que cette grande dame, c'est sa mère. Non, il s'agit bien sûr de Lou Andrea Salomé et de Rainer Maria Rilke. Et il entend cet Allemand qu'il connaît déjà. Et il est totalement fasciné par cette rencontre totalement providentielle. Léonid Pasternak, son père, lui dit « Tu sais, c'est un grand poète. » Et lui, il prend le train pour aller donc à Yastaya Poliana rencontrer Tolstoï. Et cette rencontre va être une des grandes rencontres de la vie de Pasternak, providentielle, fulgurante, et il ne l'oublie pas. Et il ne l'oublie absolument jamais. Et lorsque, quelques années plus tard, en 1926, Tsvetaeva, on ne sait pas trop pourquoi, lui dit « J'ai appris que Rainer Maria Rilke était mort. » Il s'effondre en larmes. Il s'effondre en larmes. Il est désespéré. Et puis il écrit à son père pour lui demander des nouvelles, comment ça s'est passé. Et son père, Léonid Pasternak, qui est à Berlin à l'époque, lui dit « Mais Rainer Maria Rilke va très bien. Il n'est pas mort. » Donc Tsvetaeva a eu une information totalement fausse. Et l'histoire commence là. Parce que à ce moment-là, Boris Pasternak est à Moscou et la vie n'est pas facile pour lui. La vie est très dure. La vie est très dure pour les 3. Oui, c'est ça. J'allais y venir. C'est vrai qu'ils vivent vraiment. Enfin, c'est pas vraiment une bonne période pour les 3 d'ailleurs, parce que même Marina, elle est en exil. Ils vivent séparément, que ce soit Rainer Maria Rilke à Sierre en Suisse, Tsvetaeva à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et bientôt à Meudon, Bellevue. Et Pasternak donc à Moscou. Ils sont tous les 3 dans des situations très très difficiles pour des raisons différentes. Boris Pasternak, lui, pour faire rapidement, globalement depuis 1918, il n'écrit pas. Il n'écrit plus, il n'a plus d'inspiration. Il vient de se marier en 1922
en janvier, si je me souviens bien, avec une jeune femme qui s'appelle Evgenia Lourier. Et il vient d'avoir un petit garçon qui s'appelle Evgeny. Et alors le caractère de Pasternak, il est compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, c'est quelqu'un qui a qui sait jamais trop où se positionner, et très rapidement il dit: est-ce que j'ai bien fait de me marier? Alors ça commence bien. Alors bon, il va quand même entreprendre un petit voyage à Berlin pour aller présenter sa femme à ses parents, Léonid Pasternak, et donc qui habite Berlin avec ses sœurs. Et au même moment, nous sommes donc en 1923, à ce moment-là, il apprend aussi que une de ses compatriotes, dont il a lu Wiorsty, qui est un recueil qui s'appelle Verst, et il a été totalement fasciné par ce recueil de Marina Tsvetaeva. Et il lui écrit une lettre. Voilà. Et donc l'histoire commence entre Boris Pasternak et Tsvetaeva. Elle va durer assez longtemps, elle va être aussi très mouvementée. Il va aller à Berlin. Il est persuadé qu'il va pouvoir rencontrer Tsvetaeva. Il lui dit voilà, elle est à Prague à l'époque. Hein. Et le problème, c'est que Marina Tsvetaeva n'a pas un kopek. C'est le cas de le dire. Oui, c'est ça. Donc, elle a pas mal de petits soucis aussi personnels à cette époque-là, familiaux. Hein. Et donc, Pasternak, lui, il se sent un petit peu lié à sa femme. Et donc, il sent bien que la correspondance avec Pasternak vis-à-vis de sa femme, ça passe pas. Et donc, il hésite. Il hésite à aller la voir. Donc, ils s'écrivent et naturellement, l'enthousiasme naît, une espèce d'amour inconditionnel, mais de poète, commence à arriver. Mais donc Pasternak ne verra jamais Tsvetaeva à ce moment-là et il repart à Moscou où là malheureusement aussi la situation... Alors on n'est pas encore dans la grande situation qui sera plus tard la terreur stalinienne. Là on est encore dans la NEP. Donc il y a encore une certaine liberté, mais la situation financière, la situation matérielle de Pasternak est très difficile. Les relations avec sa femme ne vont pas obligatoirement très bien. Il se sent complètement isolé à Moscou. Il faut savoir que pour lui, les grands poètes en fait sont partis pour la grande majorité à l'étranger. Tous ceux qu'il aimait, tous ceux qui étaient vraiment de sa fibre, alors soit sont morts, je pense à Alexander Blok qui est mort, et donc alors il reste très ami avec Mayakovsky, mais Mayakovsky lui ne pense que art moderne, futurisme, lui Pasternak pas du tout, ça ne l'intéresse pas le futurisme. Et donc Pasternak se sent complètement isolé et il cherche désespérément l'inspiration. Il n'en a pas. Et donc c'est terrible. Et c'est une chose essentielle parce que par rapport à la correspondance avec Rilke, lorsqu'il écrit à Rilke, il écrit comme un petit garçon qui est face à Dieu. Oui. Parce que lui, il se dit, mais voilà Rilke qui lui est le grand poète. Il a écrit une œuvre monumentale, le livre d'heures, le livre d'images, les élégies d'Huino, les sonnets à Orphée. Et moi, qu'est-ce que j'ai écrit? Rien. J'ai écrit Ma sœur la vie, mais ça fait tellement longtemps. Et je n'ai rien. Et donc, il est totalement à la fois... Il est tellement heureux de pouvoir écrire à Rilke et tellement pétrifié parce que en fait, il se sent totalement en décalage avec lui. Il est très petit par rapport à lui. Et donc voilà, et c'est à ce moment-là donc que Pasternak a ce geste qui est un geste pasternakien. Pasternakien, c'est un gros cœur. C'est quelqu'un qui est un homme très généreux. Et dans la première lettre qu'il a écrite à Rilke, alors, petite chose aussi, Rilke est un homme très courtois. Il a lu des poèmes de Pasternak, quelques poèmes de Pasternak ont été publiés. Il les a lus et il écrit à son père, donc Léonid Pasternak, en disant « Ah, j'ai vu, cher Léonid, que vous avez un jeune garçon qui est un poète remarquable. J'ai lu ses textes, je le trouve formidable. » Alors Léonid, naturellement très fier de son fils, mais il dit ça va faire plaisir à Pasternak. Alors, imaginez la joie de ce pauvre Pasternak à Moscou, dans cette solitude et dans ses problèmes matériels, quand il lit que Rilke a adoré ses poèmes. Donc il est absolument enthousiaste. Et deuxième chose qui l'enthousiaste, il vient de recevoir un autre poème. Et là, il est resté sans voix aussi devant ce poème. Il s'appelle le poème de la fin, Poema Kansa. Et c'est le poème que vient de lui envoyer Marina Tsvetaeva.
Et Boris Pasternak est fasciné par ce poème, qui est peut-être un des plus grands poèmes de Tsvetaeva, qui est un poème très très long, qui fait quasiment 30 pages, et qui raconte la fin d'une histoire d'amour tragique entre Marina Tsvetaeva et son amant de Prague, Konstantin Rudivich. Et Pasternak se dit, je dois partager mon bonheur avec Rilke devant ce texte hors norme, devant ce texte phénoménal qui est le texte de Tsvetaeva. Et il écrit à Rilke en disant « Cher poète, qui est tout pour moi, écrivez, je vous en prie, à cette jeune femme Marina Tsvetaeva, qui n'est pas si loin que ça de vous. » Voilà. Et la correspondance commence, donc par un geste magnifique de Pasternak, mais qui est vraiment caractéristique de ce personnage qui a vraiment une très très grande générosité. C'est génial ce que tu racontes. Comment dirais-je, il y a alors justement sa première lettre à Rilke, on l'a vu, Marina Tsvetaeva est dithyrambique envers Rilke. Comment il réagit lui à cette première lettre? Comment il réagit? Disons que là encore, Rilke ne connaît pas Tsvetaeva. Pasternak, lui, connaît déjà Tsvetaeva depuis longtemps. Ils sont en contact depuis 1922. Mais il réagit. Alors, plusieurs choses à me dire aussi. Là encore, quand on connaît un petit peu Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke, c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux. C'est quelqu'un de très grande culture. Lorsqu'il entend le nom de Marina Tsvetaeva, toute la Russie revient en lui. De même que le mot de Pasternak. Léonid Pasternak, c'était vraiment un grand ami à lui, et ils sont toujours restés en contact. Donc de retrouver cette Russie qu'il a tant aimée, c'est un bain de jouvence. C'est un retour dans sa jeunesse, et donc il est ravi de pouvoir écrire à Marina Tsvetaeva, d'autant plus qu'il ne connaît rien de Tsvetaeva, mais il est ravi de pouvoir effectivement découvrir ce poète. Et donc, et Rilke est un homme extrêmement courtois, mais plus que ça, c'est un homme passionné, et donc il est toujours très curieux de la nouveauté. Donc voilà, et donc il écrit, il est absolument ravi, et ce qui est exceptionnel, c'est que Tsvetaeva et lui sans se connaître, vont quasiment se comprendre dès les premiers mots. Oui, c'est ça qui est fou, c'est quand on voit Rilke, il avoue, c'est dans sa lettre, c'est dans une lettre que Marina Tsvetaeva a répondu le 12 mai 1926. Il y a Rilke qui lui avoue avant, tu t'es emparé de moi, toi et ton magnifique océan. Si tu veux, je te lis un petit passage. Je veux bien. Qui est parce que là aussi, ce texte, moi, il m'accompagne depuis toujours, depuis que je connais Tsvetaeva. C'est de la poésie. Et voilà ce qu'il dit à Tsvetaeva, donc le 10 mai 1926. Poétesse, sens-tu à quel point tu m'as subjugué? Toi et ton superbe compagnon de lecture. J'écris comme toi. Je sors de la phrase pour descendre les quelques marches qui mènent à l'entresol des parenthèses, où les plafonds sont très bas, sur un parfum de roses anciennes qui ne cesse jamais. Marina, comme j'ai habité ta lettre, et quelle stupeur quand le dé de tes mots, une fois le jet annoncé déjà, est tombé entre une marche plus bas, montrant le chiffre complémentaire, définitif, souvent plus grand encore. Une force de la nature, ô cher, ce qui se tient derrière le cinquième élément pour l'exciter, l'amasser. Et il me semblait de nouveau que la nature, à travers toi, m'avait approuvé tout un jardin, disant « oui » autour d'une fontaine, et de quoi encore? D'un cadran solaire. Comme il me surpasse et souffle plus haut que moi, le haut flox de tes mots d'été. On pourrait faire ça sur scène, c'est magnifique, tu le sais pas. Oui, et alors ce qu'il y a de bien, c'est que tu as lu en français, et en fait, ils sont tous polyglottes. Ils parlent tous allemand, ils parlent tous russe, ils parlent tous français, voire même ils écrivent même dans toutes ces langues-là. Pasternak, je ne sais pas si... Non, il n'a pas écrit en français, mais... Non, lui, c'est juste en russe. Il est considéré en Russie comme un des meilleurs traducteurs de Shakespeare. Donc il parle anglais. C'est ça. Comment dirais-je? Et alors, justement, comment ils écrivent? Parce que Rilke, il a écrit
en allemand, il a écrit en russe, puis il a écrit en français aussi. Mais à la fin de sa vie, c'est ça. Absolument. Oui. Et Marina Tsvetaeva lui écrivait pas en russe, même si Rilke connaissait le russe, elle lui écrivait en allemand. Donc comment ils écrivaient? Tu me disais en préparant l'interview qu'ils écrivaient à l'oreille. Oui. Comment ça veut dire quoi, écrire à l'oreille? C'est écrire avec les sons? Ce sont, alors en particulier Pasternak et Tsvetaeva, ce sont deux musiciens phénoménaux. Ce sont deux grands musiciens. Ils ont été à bonne école. Leur maman était deux très grandes pianistes. La mère de Boris Pasternak était considérée comme une des meilleures pianistes de son époque, était concertiste. Et la mère de Tsvetaeva n'a jamais pu se produire sur scène, mais elle était également une élève d'Anton Rubinstein, donc c'était quelqu'un qui avait fait de très très bonnes études. Et donc Tsvetaeva a été de toute façon, dès son enfance, habituée à lire en 3 langues, dès toute petite. Sa mère parle couramment allemand, et donc Tsvetaeva a une connaissance de la littérature allemande absolument parfaite, grâce à la bibliothèque de sa mère. Là, on est en 1925, elle vient d'avoir un petit garçon, elle appelle son petit garçon Moore, parce que dans les contes d'Hoffmann, il y a un chat qui s'appelle Moore. Parce qu'elle a lu les contes d'Hoffmann et qu'elle connaît les contes d'Hoffmann par cœur. Voilà. Donc Tsvetaeva vit naturellement a toujours été très proche de la culture allemande, qu'elle considère comme sa culture de cœur. Et elle ira 1 an en pensionnat à Freiburg, donc à Fribourg et Breisgau. Et puis elle va régulièrement. Son père est celui qui a créé le musée des Beaux-Arts de Moscou, aujourd'hui le musée Pouchkine. Et donc son père est en lien souvent avec les musées allemands de Dresde, de Berlin et autres. Et donc il fait beaucoup de voyages et souvent, de temps en temps, les filles le retrouvent. D'ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ils ont été à Dresde avec son père. Et le père n'avait pas le temps de s'occuper des filles, donc il y avait 2 filles, il y avait Asia et Marine, et ils les ont mis dans une pension. Et il se trouve que quand j'ai été dans cette pension, enfin c'est une pension, c'est une grande aujourd'hui, c'est une maison, une maison privée, et j'ai remonté la rue, et 50 mètres plus loin, une maison dans laquelle il y a une plaque de Rainer Maria Rilke, qui avait vécu là aussi, quelque temps. En fait, ils se sont courus après tout le temps, mais ils se sont jamais vus. C'est ça. Ils se croisent tout le temps, et tout d'un coup, cette espèce de rencontre absolument exceptionnelle, miraculeuse, et qui va se poursuivre bien après la mort. On pourra en parler des heures. On va continuer un peu parce que en fait, il y a vraiment le vocabulaire. Le vocabulaire est très riche et il est à la limite de l'amour entre Rilke et Marina Tsvetaeva. Tu voyages toujours, tu ne vis nulle part et tu rencontres des Russes qui ne sont pas moi. Écoute, que tu le saches, dans le Rheinerland, je représente à moi seul la Russie. Rainer, qu'es-tu au fond? Pas un Allemand, quoique. Toute l'Allemagne. Pas un Bohémien, quoique né en Bohême. Né dans un pays qui n'existait pas encore, c'est vrai. Pas un Autrichien, car l'Autriche fut, et toi... Tu deviens, n'est-ce pas merveilleux, toi, sans terre. Le grand poète tchécoslovaque, comme il était écrit dans les revues parisiennes, Rainer, finalement, tu es slovaque. Je rigole. Rainer, le soir tombe, je t'aime, un train hurle, les trains sont des loups, les loups sont la Russie, pas un train, toute la Russie hurle après toi. Rainer, ne sois pas fâché après moi, fâché ou pas, ce soir je couche avec toi, une déchirure dans l'obscurité parce que il y a des étoiles, je ferme la fenêtre, fenêtre. Quand je pense à toi et moi, je pense à la fenêtre, pas au lit. Les yeux grands ouverts, car il fait plus noir dehors que dedans. Le lit est un barreau. Nous partons en voyage. Mais un jour, on ne le vit plus. Le petit navire sans voile, lassé des océans maudits, voguant au pays des étoiles, avait gagné le paradis. C'est une chanson pour enfants de Lausanne. Pas besoin de répondre, sinon par baiser. Marina, elle y va franco. Et alors, ce qu'il y a, c'est que... elle aime bien le titiller. Et alors, ce qu'il y a, c'est que le 19 août 1926... il s'arrête de s'écrire. Enfin, en tout cas, Rilke n'écrit plus. C'est sa dernière lettre. Il est malade. Il sait déjà qu'il va mourir. Parce qu'en fait,
il va être très occupé, il a plein de choses à faire en fait, Rilke. C'est pour ça qu'il écrit plus. Alors, première chose, pour les Tsvetaeviens, cette lettre est tsvetaevienne. Hein. Ce qu'elle écrit, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de voir les autres. Elle se jette sur les gens à corps perdu. Quand elle aime les gens, elle donne tout et elle attend tout. Ouais, non, c'est. Et Pasternak a eu droit aussi. Hein, c'est pour ça qu'il y a eu aussi des problèmes avec Madame Laurier, qui était, enfin Madame Pasternak désormais, c'était ça. Donc ça c'est le phénomène Tsvetaeva. C'est quelqu'un qui, moi j'aime beaucoup citer un poème qu'elle écrit à sa fille Arianna, et elle lui dit, surtout Ariane, jette-toi sur la poitrine de tous. I brosaj sa każda mu na gród. Voilà ce qu'elle dit. C'est bam, c'est Tsvetaeva. C'est ça. Mais le problème, c'est que le gros souci avec Marine, c'est qu'elle est comme ça. Et c'est aussi pour ça que Rilke, il arrête d'écrire. Ah oui. Parce qu'il y a un moment, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que là, ça prend des proportions auxquelles il ne s'attendait pas. Hein, donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que, alors je pense qu'il connaît cette âme russe, ce sang bouillant qui coule dans les veines de Tsvetaeva, mais malheureusement Rilke, lui, c'est quand même, et là on voit peut-être la culture allemande qui est là, c'est quelqu'un, et Dieu sait que ses lettres sont magnifiques, Dieu sait qu'il se livre, mais peut-être que Tsvetaeva, là encore, elle ne connaît pas en fait Rilke très très bien. Et Rilke, dans ses premières lettres, nous a donné le portrait d'un homme totalement ermite, solitaire, hein, dans sa tour à Museau, qui est à Sierre, dans lequel il vit. C'est pas ça la vie de Rilke non plus à l'époque. Rilke, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de femmes dans sa vie. Alors les dernières femmes de sa vie, en particulier, c'était Baladine Klosowska, hein, la mère de Balthus. Dont le surnom était Merlin. Donc il y a plein de gens dans sa vie. Et lui, il aime ça, Rilke. Il aime être ici et là, donc il est à Museau, il travaille, là souvent dans la solitude, et puis ensuite il en a assez de la solitude. Alors il s'en va prendre les bains à Badragaz, il s'en va à Paris, en 1925 il est à Paris, il va rencontrer plein de gens. Hein, il va rencontrer Van Boonen à Paris, il va rencontrer... voyez, un petit truc, tu vois. Encore, Ivan Bounin. Ivan Bounin, c'est un peu le Rilke russe. C'est un homme très courtois, qui a une très belle éducation. Et Rilke s'entend très très bien avec lui. Il le rencontre une seule fois, non, mais vraiment, ils ont eu un très très bon contact avec lui. Quel est le personnage que Tsvetaeva déteste le plus à Paris ? Ivan Bounin. Parce que Bounin, c'est quelqu'un justement qui est un mondain. Tsvetaeva déteste les mondains. Donc naturellement, le poète Rainer Maria Rilke, elle l'adule, parce qu'elle l'a lu, mais est-ce qu'elle aurait véritablement aimé le Rainer Maria Rilke mondain ? Je ne suis pas sûr. Ah, peut-être. Hein. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Même aujourd'hui, on a même dans les réseaux sociaux, on s'adore dans les réseaux sociaux, on se voit, on fait « Oh, pitié, au revoir ». Mais voilà, mais il faut quand même dire que ils ne se sont jamais vus, et elle lui dit « Rainer, je t'aime, Rainer, je vais venir, Rainer, je vais coucher avec toi. » Oui, c'est ça. Rilke, je pense qu'il a eu un peu peur. Non, mais c'est tout à fait. Alors, le 19 août, donc, c'est sa dernière lettre à Rilke, et alors, le 7 novembre, Marina lui met un petit mot en disant « M'aimes-tu encore ?» En fait, elle est inquiète. Et en fait, on sait que bon, il lui reste pas longtemps à vivre en fait. C'est le problème. Alors le problème, c'est un peu le problème de Tsvetaeva. C'est souvent les gens, des fois, face à Tsvetaeva, ils se taisent, ils ne parlent plus. Ouais. Donc, elle a déjà, les lettres de Rilke ont été tellement magnifiques, et pour elle, Rilke est tellement exceptionnel, donc elle est quand même très inquiète. Ce qu'elle ne sait pas, évidemment, c'est que depuis plusieurs années, Rilke est malade, mais on ne sait pas ce qu'il a. Il n'a pas eu de chance, le pauvre Rilke, la dernière année de sa vie, parce qu'il a été piqué par une rose qui s'est aussi infectée, et ça l'a rendu encore plus malade. Mais véritablement, le 30 novembre, là, sa maladie commence à prendre un tour très très sérieux, et il part pour la dernière fois à Valmont, qui est un sanatorium à Montreux. Et là, malheureusement, le médecin commence à savoir véritablement ce qui se passe, et il diagnostique pour la première fois une leucémie. Et là, ils savent que c'est fini.
Donc maintenant, à partir de... Et il souffre le martyre. Donc, quelque part, Rilke, il va se rapprocher ici et là des gens qui lui ont toujours été proches. Donc, il écrit un peu à Klossowska, à Merlin, il écrit à Marie Touré Taxi. Il reste avec les gens. Tsvetaeva, c'est quand même une nouvelle arrivante dans sa vie qu'il ne connaît pas. Hein, donc, c'est vrai que c'est vraiment une fin qui a été terrible pour Rilke, de souffrance. On pourrait en parler des heures de cette relation. Juste pour finir, parce qu'on a encore plein de choses à voir. Donc il décède de cette leucémie le 29 décembre 1926 et Marina, lui, a écrit encore une lettre le 31 décembre 1926. Elle sait pertinemment qu'elle ne va pas le lire. C'est comment dirais-je, et puis les mots sont forts. Si tu es mort, cher, c'est qu'il n'y a pas de mort qui tienne, ni de vie, quoi d'autre. Une bourgade en Savoie. Quand, où, Rainer, et le nid pour dormir alors? Car tu connais le russe maintenant, et tu sais que le nid, c'est gniezdo et tant d'autres choses encore. Je ne veux pas relire tes lettres, sinon je vais vouloir te rejoindre là-bas. Or, je n'ose pas vouloir, car ce vouloir, tu sais ce qu'il implique. Moi, ces mots, ils sont forts parce que on sait que Marina Tsvetaeva s'est suicidée en 1941. Pour elle, Rainer Maria Rilke, si elle lui écrit encore, c'est qu'il dépasse le vivant. En fait, c'est un immortel. Est-ce que, et là c'est peut-être une colle, est-ce qu'elle pensait déjà au suicide? Puisqu'en fait, on a retrouvé un papier dans sa poche quand elle s'est suicidée, et ce papier contenait le papier quand Marina... quand elle est repartie, elle avait toujours avec elle les recueils que Rilke lui avait donnés. Effectivement. Voilà, que Rilke était dans sa poche le jour de sa mort. Donc c'est vraiment une histoire très très forte. Je vous invite vraiment à replonger dans cette correspondance. Merci encore Florent. On a un peu explosé le conducteur, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a... merci encore. Et... ensuite, donc, alors, au niveau de l'agenda, alors nos amis de l'Institut List nous proposent une exposition intitulée Les Confessions d'un bourgeois, hommage à Sándor Márai. À l'occasion du 35e anniversaire de sa mort, l'Institut List a décidé de monter une exposition en hommage à cet immense écrivain, en collaboration avec le musée littéraire Petőfi de Budapest. Le vernissage, c'est demain, samedi 12 octobre à 18h à la bibliothèque Arthur Rimbaud. Qui est donc 2 place Baudoyer à Paris dans le 4e arrondissement, une expo que vous pouvez voir jusqu'au 16 novembre. L'Institut polonais vous propose un spectacle. Marta Gornicka a commencé la tournée française de son spectacle Mothers, Song for Wartime. 21 femmes venues de Pologne, d'Ukraine et de Biélorussie qui forment un chœur qui s'oppose farouchement aux forces de la destruction, un bouleversant plaidoyer contre la guerre et les violences faites aux femmes. À noter qu'elle sera à l'affiche du 15 au 19 octobre 2024 au Théâtre du Rond-Point à Paris et les 24 et 25 octobre prochains au Théâtre National Populaire à Villeurbanne dans le Rhône. Plus d'infos sur le site de l'Institut polonais à Paris. Le Forum culturel autrichien vous propose l'exposition Touch Nature qui aborde l'un des plus grands défis de notre époque. Comment allons-nous gérer notre planète, ses matières premières et notre environnement? Le Forum culturel autrichien à Paris, donc en collaboration avec le commissaire d'exposition Sabine Fellner, vous invite à découvrir les œuvres de 20 artistes autrichiennes et françaises à Paris. Que des femmes à la galerie Planète Rouge, 25 rue du Vivier à Paris, dans le 7e arrondissement. Je l'ai vu, vous pouvez me faire confiance. Peinture, graphisme, photographie, sculpture et vidéo, autant de médias que les artistes utilisent pour documenter, formuler des protestations, éveiller l'attention et concevoir des visions pleines d'espoir d'une nouvelle relation entre l'humain et la nature. Du 9 au 26 octobre 2024, l'exposition sera à voir donc à la galerie Planète Rouge. Voilà, c'est donc jusqu'au 26 octobre. Et puis, on n'est jamais mieux servi que Passoam. Si vous voulez me voir sur scène, rendez-vous le samedi 12 octobre à 18h pour la lecture du recueil de poésie Les Enchantements du Matrimoine de Marie Kovacs, publié chez poésie.io à l'atelier des artistes de Ménilmontant, 8 rue Boyer à Paris dans le 20e. Je lirai aux côtés de la talentueuse Diane Lotus. Il y aura aussi des surprises, un événement jumelé avec l'exposition Reine de Paris, l'Apocalypse verte attendra, organisé
organisé par Rennes de Paris. Bref, allez au théâtre, allez voir des spectacles, allez voir des musées, des expos. Éclatez-vous, le week-end est super sympa. Nous allons passer très rapidement, donc oui, alors c'est la fête aujourd'hui. Alors c'est la journée internationale des droits des filles. Une journée créée par l'Organisation des Nations Unies. Donc on souhaite une bonne fête à toutes les filles, à commencer par la mienne, que j'embrasse. Côté fête, aujourd'hui en Macédoine du Nord, on commémore la plus grande fête après le 2 août et l'indépendance. On fête le jour de l'insurrection populaire, Denna Narodno Vostanie, en macédonien. Pour les Macédoniens, cette fête qu'ils dénomment simplement par la date du 11 octobre correspond à l'anniversaire du début du soulèvement du soulèvement des partisans yougoslaves pendant la Seconde Guerre mondiale, le 11 octobre 1941, contre les Bulgares, alors alliés des Allemands, qui occupaient l'essentiel du territoire de l'actuelle Macédoine du Nord depuis avril 1941. Cette résistance aux forces de l'Axe, qui s'intensifie les années suivantes, va permettre la proclamation du 2 août 1944 d'une Macédoine démocratique en tant qu'État indépendant, lequel se fondera après dans la Yougoslavie de 1946 à 1991. Comment dirais-je ? Oui, avant j'avais des feuilles, aujourd'hui j'ai un ordinateur et du coup il faut que j'ai le curseur en main. En Roumanie, aujourd'hui c'est la fête des écoles transsylvaines. C'est la journée qui commémore le mouvement culturel de l'école transsylvaine, une manifestation de la renaissance culturelle roumaine. L'école transsylvaine est née dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, voire début du 19e, en tant que mouvement littéraire et linguistique en Transylvanie. Mais au 19 et 20e siècle, eh bien, ses ramifications se sont étendues dans les principautés danubiennes de Moldavie et Valachie, qui en s'unissant en 1859, eh bien, ont formé la Roumanie indépendante en 1878. La semaine prochaine, on fera la fête en Moldavie, où on va fêter pendant 2 jours la journée de la ville de Chisinau. Ça, c'est dimanche et lundi. Lundi prochain en Pologne, ce sera la fête, on fera la journée de l'éducation nationale en souvenir de la fondation par la Diète le 14 octobre 1773 de la Commission de l'éducation nationale, le premier ministère de l'instruction publique en Pologne, qui est aussi le premier en Europe. Et puis mardi, ce sera le 15 octobre et en Lettonie, on fêtera la journée nationale de la langue lettonne en souvenir du 15 octobre 1998, jour où la langue lettonne est devenue langue officielle du pays. Et puis mercredi, en Pologne, ce sera la journée du pape Jean-Paul II, premier pape polonais en souvenir de son élection le 16 octobre 1978. 1978 déjà, ça fait un truc de fou. Il est 19h53 sur Armada. C'est son anniversaire aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure. Alexander Hack sera en tournée européenne. On passe aux charts de la semaine. Il sera en tournée européenne du 1er novembre au 18 décembre, une tournée hivernale intitulée Hack dei Picciotto. Elle débutera en Italie à Parme le 1er novembre, puis le 2 à Pordenone, dans la très belle région du Frioul, mais aussi à Milan et à Turin. Il sera en France au Sonic de Lyon le 12 novembre, avant de partir en Suède et à Malmö. Il passera aussi au Danemark, en Grèce, en Slovaquie avec un concert au Pink Well le 12 décembre, puis retour en Allemagne avec un final au Berghain-Kantine de Berlin avec une captation du concert, une photo signée Marc Mara von Kummer. Côté charts en Autriche, il y a un titre qui explose littéralement les charts, c'est Seiler und Speer avec leur titre Ingolfsby. De la guitare, du son, de l'émotion, c'est un titre qui vous fait dresser les poils, un texte poétique, du rythme qui donne envie de vibrer, 4 minutes 07 de bonheur. Il sera en concert à Lerns Apple Stadion le 19 juillet 2025. Si vous êtes en Autriche à ce moment-là, allez les applaudir. En Roumanie, c'est toujours Dani Moceanu. Et son titre Aisane Iubimsa Menti, qui tient la dragée haute dans les charts internationaux, arrivant en tête dans les téléchargements légaux sur Spotify et YouTube après près de 54 millions de vues en 3 mois. Un clip non-sensualité. En Slovénie, c'est Ano et Mili avec Palme qui s'installe en tête sur Apple Music avec un goût de lambada. Ano et Mili vous emmènent au soleil et sur les jet skis. Une belle ambiance pour ne pas oublier l'été. Déjà 6,1 millions de vues sur
YouTube. Voilà. Découvrez les titres, des chansons, des pays que vous ne connaissez pas. C'est toujours très intéressant. Il est 19h55. Nous allons faire une petite place pour les partenaires. Si vous partiez en vacances au soleil, eh bien, je vous propose de vous embarquer pour la Roumanie dans un endroit paradisiaque et des paysans avec spa, nature, sport, montagne, piscine sous le soleil, ski quand il y a de la neige. Ne cherchez pas, c'est dans le parc de Maramuresh avec les chalets Aima et Aikokoa. Place à l'image. Et puis aussi, vraiment un rêve, hein. La fédération aussi France-Slovaquie, qui fait connaître la Slovaquie en France et partout ailleurs. Eh bien, en novembre prochain, il y aura une méga fête, je vous en dirai quelques mots plus tard, à Rueil-Malmaison. En décembre, ce sera la fête de la Saint-Nicolas, comme à la maison. Un bon voyage. Voici quelques images de la Slovaquie. Il est 19h58 sur Armada. Place à la météo. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, eh bien sachez que ce week-end sera plutôt sympathique. Samedi matin, l'Europe centrale et orientale sera sous le soleil. Seuls les massifs montagneux et les Balkans auront un temps maussade, avec même de la pluie en Ukraine ou encore sur Bucarest, comme toute la moitié est de la Roumanie. Très beau temps, mais température fraîche parfois, glaciale avec 1 degré à Innsbruck, 3 degrés à Berlin et à Prague, 5 degrés à Varsovie, 6 degrés à Vienne, 8 degrés à Bratislava, 13 degrés à Sofia, 16 degrés à Bucarest, le maximum à Siluna, toujours en Roumanie, avec 18 degrés. Samedi après-midi, les nuages envahiront le continent. Seuls Varsovie et Sofia tireront leur épingle du jeu. Côté température, ça ira de 11 à 13 degrés en moyenne sur toute l'Europe centrale et orientale. Dans le sud, il fera 15 degrés à Budapest, Bratislava et à Zagreb, 18 degrés à Bucarest et même 20 degrés à Sofia. Dimanche matin, le soleil s'imposera en Lituanie, en Biélorussie et en Ukraine. Partout ailleurs, le temps sera variable. C'est dimanche matin. Si on peut avoir la
carte de dimanche matin, voilà. Donc le temps partout ailleurs, donc le temps sera variable, des nuages en Slovaquie, sauf à Košice en Slovaquie, pardon. En Roumanie, il y aura un ciel voilé aussi en Bulgarie, en Autriche ou encore en Pologne. Côté température, elles seront meilleures que le samedi matin. Ça ira de 5 degrés à Tallinn jusqu'à 13 degrés à Bucarest, 8 degrés à Vienne, 9 degrés à Budapest et à Sofia, 10 degrés à Zagreb et à Bratislava, 11 degrés à Berlin et 12 degrés à Prague. Dimanche après-midi, enfin, si on prévoit de la pluie à Varsovie ou encore en Autriche, avec des nuages sur l'est du continent, ainsi qu'en République tchèque et en Croatie, bien le temps sera variable en Allemagne. Le beau temps percera partout ailleurs avec un ciel voilé sur la Hongrie et du beau temps en Bulgarie, en Roumanie et en Ukraine. Côté température, elles varieront de 11 degrés à Tallinn, Riga et Vilnius et Minsk, jusqu'à 21 degrés à Zagreb, 12 degrés à Varsovie et Berlin, 13 degrés à Prague et à Kiev, 17 degrés à Budapest, 20 degrés à Sofia et à Bucarest. Tout de suite, il est 20h passé de 1 minute sur Armada. Place au journal. À Strasbourg, confrontation entre Ursula von der Leyen et Viktor Orban. Viktor Orban a exposé mercredi dernier, après un premier report, le programme de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne lors de la plénière du Parlement européen à Strasbourg. Mais l'événement a tourné à la confrontation avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui, prenant la parole après lui, a critiqué les propos du dirigeant hongrois concernant la protection de l'Europe contre l'immigration clandestine, réinsistant dans un second temps sur l'importance du soutien financier et militaire de l'Europe à l'Ukraine, Ursula von der Leyen s'opposant directement à l'appel d'un cessez-le-feu lancé par le Premier ministre hongrois, et enfin sur la proximité entre Budapest et Moscou, notamment en matière de dépendance énergétique, ce à quoi Viktor Orban a répondu, je cite, « En 2023, vous, les pays occidentaux, avez acheté 44% de plus de pétrole brut à la Russie qu'avant. Les recettes fiscales de ces entreprises sont allées dans les caisses russes et ensuite, vous nous accusez d'amitié avec la Russie. » Fin de citation. L'affrontement s'est poursuivi. De manière plus générale, Viktor Orban a critiqué les remarques d'Ursula von der Leyen, lui rappelant le véritable objectif de sa venue à Strasbourg, je cite, « présenter le programme de la présidence hongroise ». Fin de citation. Il a ajouté qu'il voulait aussi accélérer l'adhésion de la Serbie. Pour plus de stabilité, je ne fais que le citer. Les rapports commerciaux entre la Serbie justement et le Kosovo s'améliorent. Le Kosovo se représentera lui-même au sein de l'accord de libre-échange centre-européen ALECE, après avoir levé l'interdiction d'importation de marchandises en provenance de Serbie et rouvert le passage frontalier de Merdar, point de passage frontalier crucial à la grande joie des responsables politiques allemands. Pour rappel, l'ALECE, c'est un accord commercial entre les pays des Balkans occidentaux, à savoir l'Albanie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, le Monténégro et la Macédoine du Nord. Le Kosovo est membre de l'ALECE depuis 2007, un an avant son indépendance officielle, mais elle a été représentée par procuration par la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, ce qu'on appelle le MINUC, et la coopération a été bloquée pendant plusieurs années. La ministre kosovare de l'Industrie, de l'Entrepreneuriat et du Commerce, Rosetta Ashdari, a déclaré mercredi 9 octobre que désormais, je cite, lors des réunions des comités mixtes, le Kosovo sera représenté par ses propres institutions et sans la présence de la MINUC. Fin de citation. L'envoyé allemand pour les Balkans occidentaux, Manuel Sarrazin, a déclaré à nos confrères de Réactif que près d'une douzaine de résolutions avaient été adoptées mercredi pour débloquer l'ALECE, réduire les barrières commerciales et permettre une plus grande coopération économique dans la région. Cependant, le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a déclaré que les véhicules serbes traversant le passage frontalier de Merdar feraient l'objet de contrôles stricts, notamment à l'aide de scanners fournis par Berlin, selon l'ambassade allemande au Kosovo. Moldavie, l'Union européenne propose un plan de croissance et d'investissement de 1,8 milliard d'euros. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan européen de croissance et d'investissement pour la Moldavie, une semaine avant des élections décisives pour l'orientation future du pays. On vous parlera aussi de ces élections moldaves. En Allemagne, baisse des demandes d'asile après le durcissement des mesures contre l'immigration irrégulière. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser,
du Parti social-démocrate allemand a vanté la baisse des demandes d'asile comme étant la preuve que le durcissement des mesures du pays fonctionne. Les données pour 2024 révèlent en effet une baisse de 23% par rapport à l'année précédente. Allemagne toujours, l'Allemagne qui demande à l'Union européenne de mettre plus rapidement en place des procédures d'asile accélérées. Le ministère de l'Intérieur allemand a demandé à la Commission européenne l'autorisation d'introduire des procédures d'asile accélérées dans ses aéroports plus tôt que prévu, espérant envoyer, je cite, un signal aux autres États membres de l'Union européenne afin qu'ils mettent en œuvre la réforme migratoire européenne avant la date butoir de 2026. Le soutien des Polonais à l'accueil des réfugiés ukrainiens atteint son plus bas niveau. Un Polonais sur deux est favorable à l'accueil des réfugiés ukrainiens, soit la proportion la plus faible depuis le début de l'invasion à grande échelle menée par la Russie sur l'Ukraine, selon un récent sondage. La Roumanie ajoute les œufs et la volaille à la liste des produits ukrainiens nécessitant une licence d'importation. La Roumanie a étoffé la liste des produits en provenance d'Ukraine qui nécessitent une licence pour être importés dans le pays. Une décision qui fait suite aux plaintes d'agriculteurs roumains concernant des pratiques de dumping sur les prix des produits ukrainiens. Slovaquie, le Premier ministre slovaque Robert Fico s'en prend aux médias et appelle à des contrôles plus stricts. Le Premier ministre slovaque Robert Fico, donc du parti Smer, s'en est pris aux principaux médias lors d'une conférence de presse mardi 8 octobre, les accusant de saper son gouvernement et laissant entrevoir de nouvelles mesures possibles à leur encontre, y compris la création d'une autorité nationale des médias. Alors, est-ce qu'il veut construire une Arcom comme nous on a en France ? Je ne sais pas du tout. Ça, c'est donc affaire à suivre. Bulgarie, les agriculteurs bulgares recevront 100 millions d'euros de subventions de l'État après avoir menacé de manifester. Le gouvernement bulgare accordera donc 100 millions d'euros de subventions publiques aux agriculteurs locaux qui ont menacé de manifester à nouveau contre les importations de produits agricoles ukrainiens, a annoncé donc le gouvernement lundi dernier. Écologie, enfin, Bulgarie, les autorités s'attirent actuellement les foudres des organisations environnementales pour avoir dissimulé la réalité de la pollution de l'air. L'une des plus grandes ONG du pays, Zazemiata pour la Terre en bulgare, accuse le gouvernement de ne pas faire toute la lumière sur la pollution atmosphérique dans les principales agglomérations, à savoir Sofia, la capitale, Plovdiv au centre et Varna sur la côte. Selon Zazemiata, les mesures de calcul à Sofia sont, je cite, illégales depuis des années, fin de citation, car les stations publiques chargées de relever la pureté de l'air sont situées en dehors du centre-ville. De son côté, eh bien, le ministère bulgare de l'environnement et de l'eau, eh bien, rejette toutes les accusations et rappelle que les stations de surveillance de la qualité de l'air sont conformes aux législations européennes et bulgares. Voilà, ça c'était pour le journal. Il est 20h08, on passe tout de suite au théâtre. Et alors, quel théâtre ? Parce que franchement, c'est une pièce vraiment à voir. Je l'ai vue. Elle est comment dirais-je ? Elle est unique. On va voir quelques images de la pièce et puis on va en reparler tout de suite après. C'est la guerre, vous croyez ? Comment savoir ? C'est peut-être la révolution ? Peut-être bien. On a des nouvelles, que disent les journaux ? Ils ne disent rien. Tire à la mitrailleuse. Mais qui tire ? Les nôtres. Mais c'est qui les nôtres ? Les nôtres, voyons, vous n'entendez pas les tirs. Les tirs sur qui ? Mais sur les autres. Et qui sont ? Oui, le bureau des trafics. Veuillez valider mon billet, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. C'est une première occasion qui doit peut-être rentrer. Allez, Bobby, t'es grand ce soir, Bobby. T'es grand, Bobby. L'Express de Santa Cruz. Annulé. Chez vous ? Oui, chez moi, dans ma maison. Le rapide de Pernambouc. Annulé. Je m'en fous de votre avis. Je n'ai pas de temps à perdre, vous m'entendez ? Je dois partir. Je dois partir maintenant. Est-ce que vous avez des nouvelles du transcontinental ? Ah, vous ne savez toujours pas. Je ne peux pas dire ni que je vous emmène, ni que je vous abandonne. Nous ne nous connaissons pas. Plus aucun train ne circule. Là, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Ça ne suffira pas. N'est-ce pas que ça ne suffira pas ? Parce que monsieur est banquier, monsieur calcule vite. Plus aucun train ne circule. Déroulé. Le port est bloqué. Prison de blocus. Il n'y a plus de navire. Achetons-en un. Ce n'était peut-être pas une bombe. Actuellement, ils sont sur scène tous les samedis à 18h30 au Théâtre du Gouvernail, 5 passages de Thionville dans le 19e arrondissement. Ils jouent Lille, d'après la pièce inachevée de Mihail Sebastian. Ça date de 1947, très actuelle. C'est une comédie dramatique d'1h20, avec sur scène Daria Konstantinova, Elena Biancheri,
Pierre Gaillourdet, Thomas Amiard et Léo Goffreto. Ils sont tous sur le plateau, sauf Léo qu'on salue. Voici le synopsis. Qu'est-ce qui t'arrive, Bobby ? Il m'arrive que je t'aime. Non, c'est plus simple et plus grave. Tu as faim. Une citation. C'est une citation. Non, mais ma citation préférée. Moi aussi, parce que en fait, ça m'a fait tout de suite penser. Ça m'a fait penser au trio de Pasternak, Rilke et Tsvetaeva. Je dis c'est pas possible. Ça joue, ça swing, c'est du tennis en fait, c'est du jeu de mots, c'est impressionnant. Nadia, une artiste peintre, Bobby, un joueur de foot, et Emmanuel, un banquier, se retrouvent dans une agence de voyage pour partir en urgence et retourner chacun dans sa ville. Mais suite à des événements exceptionnels, la guerre peut-être, tous les trains, tous les bateaux et les vols sont annulés. Maintenant, le billet de Nadia pour son paquebot n'est plus valide, les chèques du banquier n'ont plus aucune valeur et le footballeur Bobby, coupé de son équipe, perd son métier. Ainsi, ces personnages qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vie normale sont obligés de survivre ensemble, tous les trois étrangers face au monde hostile. Daria Konstantinova, qui était juste à côté de moi. Rebonjour à toute la compagnie d'ailleurs. Bonsoir. Bonjour. Alors Pierre Gatoui, je ne vais pas me tromper sur les noms, Gaillourdet. Attends, je vais remettre Thomas Amiard, qui est juste à côté, donc dans le rôle de Manuel. Il y a Elena Banchieri qui joue deux rôles du coup, et puis Yann qui est le décorateur. Et franchement, on va parler du décor. Il y a comment dirais-je, première question. Alors la compagnie s'appelle Étoile sans nom. Et Étoile sans nom, c'est aussi une œuvre et une pièce que vous avez joué. Oui, c'est mon premier projet. C'est ça. Que j'ai mis en scène. Voilà. Et il est signé. Et le même auteur. Mihail Sebastian. Pourquoi avoir pris ce nom pour la compagnie ? J'avoue, à l'époque, j'avais pas le temps de réfléchir longtemps. Et juste, je me suis dit, c'est mon premier projet. J'aimais bien la sonorité et j'ai mis ça comme nom. Mais aujourd'hui, j'ai des doutes. Parce que je me suis dit, parce qu'il ne faut pas qu'on reste sans nom, donc éventuellement, je vais changer. Quoi qu'une étoile. Mais c'est joli. Ouais, c'est juste mon premier projet, ma première pièce, mon film préféré à l'époque, donc ça a de l'importance pour moi. C'est la pièce la plus célèbre de Mihail Sebastian. Exact. Et puis alors, quelle pièce. D'ailleurs, juste en parlant d'étoiles, je voudrais remarquer que l'association Marina Tsvetaeva s'appelle Étoile Averse. On est au milieu des étoiles. C'est impressionnant. Et en parlant d'étoiles, ça brille. Parlons un peu de la genèse de la pièce de ce génial écrivain et dramaturge roumain. Il n'a pas pu terminer cette pièce, s'étant fait écraser par un camion à Bucarest en 1945. Méthode fréquemment employée par la police politique communiste de l'époque pour se débarrasser des penseurs et auteurs gênants. Pour présenter un peu Mihail Sebastian, quelques mots, comment on peut le présenter, Mihail Sebastian ? C'est dans son écriture, dans ses écritures. Je ne vais pas employer mes propres mots, mais juste c'est la première expression qui est venue dans ma tête, parce que je le dis souvent, c'est théâtre tendre et miniatural. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le critique Alain Paruy qui a écrit le préface sur la seule édition qui existe en fait en France que j'ai trouvée de Mihail Sebastian. Parler un peu de lui comme de la personne disons que par rapport à Étoile sans nom ou par rapport justement à Lille, qu'est-ce qu'on retrouve le théâtre tendre et on voit aussi dans cette pièce Lille, il y a de la tendresse, mais aussi alors miniature, c'est en fait ça va au plus profond. Miniature, c'est de la justesse parce que c'est vraiment ça pointe où ça veut. C'est vraiment ça veut pointer. Ça touche au cœur. C'est quelqu'un il y a de la poésie dans son écriture. Et puis un rythme. De la poésie et justement de la tendresse et de l'amour pour tous les personnages. Il n'y a aucun jugement, même si on a par exemple le personnage de l'agent qui représente clairement les services secrets. Oui. Quand il déboule à la fin, on ne dira pas plus qui fait ça. Qui joue ce personnage. Léo Goffreto. Oui, non, mais ça. non, mais c'est en fait, voilà.
C'est pour ça, voilà, je l'ai habillé dans un manteau en cuir, ce qui, oui, pour nous les Russes, si j'avais mis cette pièce en scène en Russie, je l'avais pas fait ça. Mais si je suis en France, je peux me permettre d'aller dans un petit cliché parce que jusqu'à aujourd'hui, en voyant ce manteau en cuir, même si j'ai pas vécu dans l'époque, mais voilà, ça nous fait peur. Mais aussi, on peut le permettre parce que l'agent chez Mikhail Sébastien, il est très humain dans le texte. Il vient aider, il comprend la situation et c'est nous au contraire qui devenons, on va dire, pas sains et qui manipulons l'agent et la logeuse par la suite. La logeuse qui est jouée par Elena Biancheri, qui est très spéciale, très différente du premier rôle que vous jouez dans la pièce. C'est impressionnant. C'est le rôle d'un contre ton emploi qu'elle a très bien. Complètement. C'est un truc de fou. Vous l'avez reconnu. Voilà, oui, bien sûr. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est des personnages qui sont touchants. Juste aussi pour revenir vers l'Étoile sans nom, malgré le contexte horrible dans lequel il écrivait tout ça, donc il écrivait l'Étoile sans nom en 1942. Là, c'était le moment où justement Roumanie était sous le fascisme. Et donc, Mikhail Sébastien ne pouvait plus travailler. Il était aussi journaliste, écrivain, professeur de la littérature à l'université. Donc maintenant, il ne pouvait plus exercer ce métier. Et donc, si je ne me trompe pas, il travaillait dans la rue à nettoyer la neige. Voilà. Il voyait les trains passer devant lui. Et donc, il a écrit L'Étoile sans nom. On ne voit rien de tout ça. Et dans l'île aussi, on parle de la guerre, mais on ne voit pas la guerre. L'Étoile sans nom, ça parle de l'amour, d'un accident. Et ce qu'il aime faire, c'est de faire rencontrer les univers qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vie normale. Et comment... là, je vais mélanger peut-être toutes les idées en même temps. Bien sûr que comme il souffrait de la manque de la liberté de la parole, de ses origines, parce que c'était un roman juif. Et donc, au centre, il y a toujours les personnages qui n'ont pas le droit à leur identité, qui n'ont pas le droit d'être qui ils veulent. Et donc, il leur propose toujours un petit sauvetage. Dans L'Étoile sans nom, ça va être une étoile qui, pour avoir le droit d'exister, a besoin d'un nom. Et donc, le scientifique, l'astronome qui l'a découvert, il ne peut pas prouver son existence parce que personne ne la voit, mais lui, il sait qu'elle existe. Et donc, il y a les paroles, tu ne l'as jamais vue, mais tu sais qu'elle y est. Et donc, dans notre pièce, c'est l'île, même si c'est le produit d'une sorte d'hallucination parce que nos personnages ont très faim. Mais comme dit le personnage de Pierre, donc Bobby, je la vois sans la voir. Donc il propose de se sauver dans le savoir intérieur, dans l'imaginaire. Dans le rêve. Voilà. Et franchement, c'est vachement bien. L'adaptation de cette pièce est signée Gérard Amiard, 8 heures par jour, pendant 15 jours de travail. Et cette pièce est devenue un délice, je tiens à le dire. Et au niveau justement alors c'est toujours, cette pièce est toujours d'actualité, puisqu'il y a des guerres toujours, hélas. Comment s'être approprié justement cette adaptation ? J'ai lu la pièce pendant le Covid, après avoir terminé. C'était une pause dans L'Étoile sans nom. Et donc c'était le Covid, donc il y avait pas. C'est à partir de là que, par exemple, il n'y a plus d'avion pour la Russie. Oui. Donc je peux pas aller voir ma famille. Donc ça dure jusqu'à maintenant déjà pour d'autres raisons. Mais donc oui, cette phrase, tous les trains, les avions sont annulés, ça me parle jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr que ça parle des étrangers qui sont donc enfermés, pas chez eux. Moi, étant étrangère, ça va me parler éternellement, mais je pense que ça parle à tout le monde parce qu'on n'est pas obligé d'être étranger pour se sentir fou ou incompris. Ou aussi, il met toujours l'égalité entre étranger et la folie, par exemple, ou quelqu'un qui ne pense pas comme les autres. Donc, enfermement. Oui. C'est incroyable parce que c'est un huis clos. Mais on ressent le huis clos. En fait, c'est vraiment... Il est nature, le huis clos, en fait. C'est
On voit que l'inspiration, elle a été forte. Alors justement, dans ce huis clos, il y a un décor. Et comment dirais-je, c'est un... Même s'il y a des changements de tableau, parce que voilà, je vais pas tout dire. Ça, il faut aller voir la pièce pour le voir. Comment dirais-je, moi je trouve que le décor qui est signé Yann Samuel Carsanti, qui est ici avec nous, c'est un personnage en lui-même, même s'il y a des changements de tableau, je le disais. Pour moi, il marque la durée de l'enfermement de ces trois personnages, Nadia, Bobby et Emmanuel. Comment il a été conçu, Yann? Parce que c'est dingue. Et puis alors, il est transformé, il disparaît tout seul. Hein. Il y a eu... enfin, quand il change là, il n'y a pas de perte de temps. Enfin, c'est un truc de dingue. C'était très important. Il était quand même très important de faire une transition en moins de temps possible. Oui. Et en même temps d'avoir quelque chose qui se module pour être stocké dans le théâtre sur 1 mètre carré avec 2,50 m, 3 mètres de hauteur. Du coup, par rapport à ça, comment ça a été conçu? Beaucoup de travail, énormément d'échanges avec Daria sur ce qu'elle veut, sur son rêve, son imaginaire, et on a dessiné des choses ensemble. Et puis dans l'atelier, on a commencé à créer en quelques mois. Là, je me rappelle plus le timing, mais ça a été depuis le mois de juillet. Voilà, depuis le mois de juillet à fond, quoi, pendant 3 mois. D'accord. Parce que les changements, on quitte on quitte un bureau, on se retrouve dans un salon avec grenier, dans un grenier, ça passe mais comme une lettre à la poste, c'est incroyable. Et c'est comme une... Non mais c'est vrai, ça passe tout seul. Il y a un spectacle dans la transition, mais ça on dirait une respiration en fait. Ça reprend vie tout de suite, il n'y a pas de temps. Et du coup, on peut raconter l'anecdote avec moi j'aime bien les anecdotes. Vous avez vu ce changement du décor, c'est la première fois qu'il s'est si bien passé. On a beaucoup travaillé. Voilà, et juste avant, on a organisé une répétition devant nos spectateurs de test et ils n'ont pas arrêté de nous dire non, c'est trop long, c'est insupportable. Et juste 30 minutes avant le spectacle, il y a la corde qui lâche. Corde à linge qui s'arrache complètement du mur. Complètement. Donc le public était déjà à l'extérieur et il a fallu sauver les meubles avant que tout le monde rentre. Donc l'outillage, donc c'était le gros stress de dernière minute. Mais j'insistais sur le fait que ça soit visible, que ça se passe devant les yeux du spectateur, parce que je sais très bien que le spectateur adore voir le changement, la transformation du décor, et plus ça permet de comprendre qu'effectivement quelques semaines sont passées. C'est accompagné avec la musique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le jeu de lumière et c'est ça. C'est une belle ellipse en fait. C'est une belle ellipse, on voit le temps qui passe, on voit la durée justement, mais c'est impressionnant, il n'y a pas de temps mort, quoi. C'est vraiment bien fait. Bravo monsieur. Merci. Content de voir que l'effet voulu a fonctionné. Après, je ne sais pas si on a le temps, mais je me souviens que au début, je ne savais pas trop. Ça commence comme un petit puzzle. Tout a commencé par le bureau bleu qu'on a trouvé, et à partir de ce bureau bleu, j'ai décidé que tout sera bleu, flashy, et et on vend le rêve. Donc l'agence de voyage doit vendre le rêve, mais qui est complètement faux, parce que cette agence, il va se déconstruire devant nos yeux, parce que maintenant il n'y a plus de train, donc il n'y a plus d'agence. Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de bateaux. On va les acheter, les bateaux. Je dis rien. Alors sur scène, nous avons principalement un trio avec Nadia, Bobby et Emmanuel. C'est un amour, c'est une passion qui les anime, et pourtant au début c'est pas si simple que ça entre eux, puisqu'ils ne se connaissent pas du tout. C'est comme s'ils s'étaient rencontrés dans un endroit improbable. C'est comment le trio il s'est construit en fait. Comment parce que Manuel, il y a un moment donné, on dirait Alain Delon. Franchement, il y a du Alain Delon dans Thomas Amiard. C'est vrai, il ne bouge pas. C'est très fort. Comment on arrive à rentrer dans la tête du banquier, enfin dans le corps du banquier, qui est déchu, on va dire, parce que il a plus rien, ce monsieur. Oui, il devient clochard, entre guillemets. Ouais. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est le personnage qui évolue le plus de la pièce. Ouais. Il passe d'un stade où il est tout à rien. Ouais. Mais en fait, il n'y a que l'amour qui le sauve.
que je vais pas révéler Non, ce qui se passe, il faut pas révéler, non. Mais il y a quand même un grand changement entre le début et la fin. Il y a une belle évolution. Ouais. C'est ça. Mais il faut aussi dire que la pièce, elle parle beaucoup de frustration. Frustration de ne pas manger, sexuelle. C'est sur la frustration globale de la perte d'identité, tout ça. Donc c'est très... Oui, il faut travailler sur la frustration, quoi. Et puis de la solitude aussi, quoi. Oui, bien sûr. C'est une période très très forte, en fait. Mm-hmm. C'est ça qui est fou. Bobby, Bobby 2. Bobby, c'est un footballeur, c'est une star internationale, et c'est pareil, il perd tout. C'est un peu ça parlerait de la déchéance de l'homme, mais toujours avec une lueur d'espoir. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis Daria, alors elle veut rentrer dans son pays, elle veut rentrer à la maison, mais elle peut pas non plus. Donc le billet marche pas, il n'y a plus rien. Et les trois cohabitent. C'est trois personnes différentes, trois caractères forts. Et les ne jamais parler, même dans leur vie d'avant. C'est ça, c'est improbable. C'est incroyable. Et non, mais il faut aller voir cette pièce, ça s'appelle Lille, c'est de Maïl Sébastien, et c'est tous les samedis à 18h30 au Théâtre du Gouvernail. Vous savez qu'on connaît très bien ce théâtre sur Armada, puisqu'il y a aussi Tonton Humanis. Donc voilà, le Théâtre du Gouvernail, il y a des pépites là-bas, allez le voir, c'est au 5 impasse de Thionville, dans le 20e arrondissement, si je ne m'abuse de tête. Alors, il y a du drame, il y a de l'amour, il y a du corps, il y a de la danse. Si, parce que il y a un moment donné, ça parle pas, mais mon Dieu, mais même dans la mise en scène, ça respire. C'est ça que moi j'aime bien. Je ne parle pas. Il y a un bateau. Voilà. Un petit bateau. Un petit bateau. Il faut aller voir la pièce. Chaque mot est pesé et il y a un rythme qui nous embarque dans l'action. C'est comme ça. Tac, 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 tac. Ça, il n'y a pas de perte de temps. C'est 1h20 de rythme. On en prend plein les yeux et plein les oreilles. C'est un truc de dingue. Et c'est très juste. C'est très bien joué aussi. D'ailleurs, bravo. Comment tu as travaillé ce rythme? C'est rapidement, en 2 mots. Je le sens, le rythme dans le texte, parce que moi aussi, on va dire, dans ma vie précédente, je jouais du piano. Mon père est musicien, donc je perçois le texte. Et des fois, quand je regarde les acteurs répéter, des fois, une seconde, je ferme les yeux, j'écoute le rythme exactement. La musicalité du texte. Et la musique et le spectacle, ça consiste des silences et des pauses. Donc on a quand même des pauses et des respirations, mais effectivement, comment travailler le rythme, je suis obligée de dire là on accélère, là on ralentit, et des fois, mais des fois quand on atteint le stade où l'acteur se sent libre, ça se passe naturellement. Il n'y a pas besoin de dire. En tout cas, Lille, c'est une belle partition. Comment dirais-je, c'est les réservations, vous avez tout ce qu'il faut sur les habituels, sur les sites habituels. En l'occurrence, ça peut être un billet du tic-tac, et je vais essayer un troisième que je ne sais plus. Voilà. Vous réservez, ça s'appelle Lille, c'est au Théâtre du Gouvernail, c'est un 5 impasse c'est un 5 passage de Thionville à Paris, dans le 20e. Bref, on en parlerait des heures avec nos invités. En tout cas, il est 20h28 sur Armada, c'est le moment de nous quitter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à la compagnie Étoile sans nom d'être venue. Je rappelle votre pièce Lille tous les samedis à 18h30 au théâtre. C'est 18h30. Oui. Au Théâtre du Gouvernail, 5 impasse de Thionville à Paris, dans le 20e. Mise en scène par Daria Constantinova et avec une équipe de dingue. Donc allez les voir au théâtre. Merci beaucoup Florent Delporte, président de l'association Marina Tsvetaeva Étoile Averse. Merci pour ta connaissance. Vielen Dank. Спасибо.
Merci beaucoup Eric pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Rabat Baloul pour la confiance. Merci à nos partenaires AIMA, Cocoa et puis Fédération France-Slovaquie. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. La semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est, nous allons vous parler art avec nos invités, puis de l'exposition internationale Art Trip qui aura lieu du 23 au 27 octobre prochain à l'atelier Gustave à Paris. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis pour son émission Le Fil de l'avenir. Retrouvez-nous donc toute la semaine sur les réseaux, sur la page Facebook de l'émission Bienvenue à l'Est. Vous y retrouverez les podcasts, les anniversaires, les expositions, les clips qui viennent de sortir et encore plein de choses, surtout pendant les vacances, quand on va être en vacances. Mais bon, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook. Et puis donc moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine en direct à 19h dans Bienvenue à l'Est sur Armada. N'oubliez pas rire, c'est important, allez au théâtre. Ouais. Ciao.